Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'accueil d'un patient aux urgences. C'est le docteur Abdou Soufiane, médecin lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et ancien interne au centre hospitalier universitaire Souss-Massa d'Agadir. Nous allons aborder le plan suivant, quelques généralités qui concernent le service des urgences, comment aborder le patient aux urgences, quelles sont les questions à soulever à l'interrogatoire, l'évaluation initiale du patient selon un algorithme, c'est quoi le devenir de ce patient après l'évaluation initiale, comment mettre en condition le patient, comment demander un avis spécialisé, et puis nous allons conclure par quelques aspects médico-légaux. Alors, quelles sont les priorités du département des urgences? La priorité, bien sûr, c'est d'identifier le problème du patient, l'explorer et le traiter. Ça peut même nécessiter des interventions de sauvetage, surtout lorsqu'il s'agit d'une urgence vitale. Il faut assurer l'analgésie du patient et à l'issue de cette évaluation, on va décider est-ce que nous allons hospitaliser le patient ou on va l'envoyer chez lui. L'équipe des urgences est constituée par plusieurs intervenants. Il y a le corps administratif représenté par le superviseur, le réceptionniste, c'est-à-dire celui qui reçoit les patients où il fait l'enregistrement du patient à l'accueil. Il y a le superviseur, c'est lui qui vise au bon déroulement du service des urgences. Il est là pour régler les problèmes rencontrés dans les urgences. Il y a les médecins, donc ça doit être les médecins internes ou les intégrés. Il y a les médecins spécialistes, d'accord, chez qui on peut avoir recours pour les avis spécialisés. Il y a les infirmiers, il y a les techniciens, surtout le technicien de radiologie, il y a les techniciens de laboratoire, il y a la sécurité, la femme de ménage et il y a aussi la police. Dans les urgences, vous allez rencontrer plusieurs pathologies. Il y a les urgences traumatiques, les urgences neurologiques, les urgences cardiaques, il y a les urgences métaboliques, les urgences digestives, il y a les intoxications, les états de choc, il y a la noyade, il y a les infections des tissus mous, il y a les urgences psychiatriques, d'accord, comme la crise d'hystérie, qui constitue d'ailleurs un motif fréquent aux urgences. Il y a les problèmes sociaux malheureusement, par exemple les patients qui viennent pour remplir des fiches de mutuelle. Alors, comment nous devrons aborder ce patient? Tout d'abord, il faut être représentable. Représentable, il faut avoir une bonne tenue, comme il est représenté ici. Donc, il faut avoir une bonne tenue, d'accord? Pour les médecins femmes, il faut éviter le vernis. Les ongles doivent être courts, d'accord, et pas de faux ongles. De même pour les hommes, il faut avoir des ongles coupés à ras, d'accord, une bonne tenue vestimentaire, c'est très important, c'est pour être représentable et pour être respecté, d'accord, par le patient. Et sans oublier bien sûr de se présenter. Donc je suis le docteur, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous écouter, je suis là pour régler votre problème médical, d'accord. Donc en disant ça, vous mettez en confiance le patient. Alors, quelles sont les questions à soulever dans l'interrogatoire? Donc, il y a 3 éléments. Il y a l'âge du patient, son motif, et surtout, quand et le comment. Le maître symptôme, quand et le comment. Quand vous avez eu cette douleur thoracique, quand vous avez eu cette douleur abdominale et comment? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est brutal? Est-ce qu'il y a des signes associés? Et bien sûr, il faut soulever également les antécédents qui vont vous aider à orienter le diagnostic.
L'évaluation initiale du patient se fait selon un algorithme qu'on peut résumer dans l'algorithme A, B, C, D, E. Donc A, c'est le airway, il faut explorer les voies aériennes supérieures. Le B, c'est le breathing, c'est-à-dire la saturation du patient à l'air ambiant, sa fréquence respiratoire, chercher une cyanose, les signes de lutte, et l'auscultation pleuropulmonaire à la recherche de râles crépitants, de râles sibilants, de râles ronflants. L'état circulatoire à la recherche de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le teint du patient, est-ce qu'il est pâle, le temps de recoloration cutanée, l'auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle ou bien d'un bruit surajouté ou d'un assourdissement des bruits du cœur. Le D, ça veut dire le disability, c'est pour chercher le Glasgow, le GCS, Glasgow Coma Scale. Le score AVPU, c'est pour la population pédiatrique. Il y a l'état des pupilles. Les pupilles, est-ce qu'ils sont isocores, anisocores, myosis serrée ou en mydriase. D'accord? Et est-ce qu'il y a un déficit? Et l'exposure, c'est-à-dire il faut déshabiller le patient, d'accord, tout en maintenant bien sûr son corps dans une température chaude et demander un dextro et une température, d'accord. Et comme vous voyez, à partir de cet algorithme A, B, C, D, E, on peut déceler les vraies urgences. Par exemple, un patient qui désature et qui est cyanosé, c'est un malade en détresse respiratoire, on doit l'acheminer rapidement en déchocage. Un patient qui est pâle, en sueur, tachycarde, hypotendu, d'accord, il crépite, c'est un malade qui est probablement un OAP, on l'achemine au déchocage sans discussion. Un patient qui est inconscient, il a un GCS qui est moins de 13 ou moins de 12, il est inconscient, on l'achemine au déchocage sans discussion pour évaluation. Un patient qui a une hypoglycémie, d'accord, il a un trouble de conscience suite à une hypoglycémie, on l'achemine au déchocage pour prise en charge. D'accord, donc ici, il faut déceler les vraies urgences pour une prise en charge rapide. Alors, je donne ici un exemple. Un patient âgé de 30 ans qui a des douleurs abdominales associées à des vomissements et des diarrhées. Donc, ça fait plus un tableau de gastro-entérite. Il n'a aucun antécédent. L'examen clinique normal, à part une légère hypertension artérielle qui peut être liée à la douleur. Un dextron normal, température et apéritique. L'examen clinique, rien à signaler. Il n'y a pas de défense et pas de contracture à part une obésité abdominale. Donc ce tableau-là, il fait plus un tableau de gastro-entérite. La conduite à tenir est simple. Une voie veineuse, du sérum salé, de l'antiémétique, de l'IPP, de l'antispasmodique en mini-perfusion et bien sûr réévaluer le patient. Si tout va bien, on peut le faire sortir avec une ordonnance. Si le malade a toujours des douleurs abdominales et des vomissements incoercibles, des diarrhées, il faudra demander l'avis spécialisé parce que le patient il risque d'avoir des troubles du milieu intérieur suite à ses vomissements et à ses diarrhées. Dans l'autre cas de figure, un patient âgé de 56 ans qui a des douleurs épigastriques et essoufflement à l'effort et il a comme antécédent un diabète type 2 sous insuline et de l'hypertension artérielle qui est non documentée, c'est-à-dire que le patient il est hypertendu, mais il n'a pas ramené avec lui des documents qui prouvent que ce patient est hypertendu. L'examen clinique, en suivant la règle ABCDE, décèle que le patient il est stable. Il est stable sur le plan respiratoire et il est stable sur le plan hémodynamique et neurologique. Par contre, l'examen physique sommaire trouve une obésité abdominale. À partir de ces éléments-là, on peut dire que le patient, probablement, très probablement, il a une origine cardiaque de cette douleur épigastrique. Car il a des facteurs de risque cardiovasculaire. Tout d'abord, l'âge, il y a le diabète et il y a l'hypertension artérielle et bien sûr l'obésité abdominale. Dans ce cas-là, sans trop tarder, on doit mettre une garde veine et on doit demander un ECG le plus tôt possible. Donc comme il est représenté ici, voilà un ECG du patient atteint
qu'il y a un IDM. Donc ici, comme vous voyez, il y a un ST+ en D2, en D3 et en AVF. Donc ça, c'est le territoire inférieur. Donc ça, c'est bel et bien un IDM chez un patient qui présente plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Dans ce cas-là, la conduite à tenir, c'est acheminer le patient au déchocage, d'accord, même s'il est stable. Pourquoi? Parce que cette pathologie-là, elle est à haut risque d'instabilité hémodynamique. Il faudra acheminer le patient aux salles de déchocage ou à l'USIC, l'unité des soins intensifs cardiologiques, pour mise en condition et évaluation de près. Et on demande entre-temps l'avis du cardiologue. Si le patient est stable et il ne présente pas une pathologie qui peut mettre en jeu le pronostic vital ou une pathologie qu'il n'y a pas de risque de développer une instabilité, on va faire un examen clinique minutieux. On demande des examens paracliniques en fonction des résultats de l'examen clinique. On demande un avis spécialisé si besoin. Et bien sûr, le patient sort avec une ordonnance ou bien on le branche avec une consultation à froid. Si le patient est stable, bien sûr. Je donne l'exemple d'un patient qui vient pour un traumatisme du membre inférieur et on suspecte une entorse de la cheville. On fait la radiographie après avoir posé l'indication. Tout est normal, il n'y a pas de fracture, tout est bon. Donc on va mettre le patient sous traitement symptomatique et on va l'envoyer chez lui. Au cas où il n'y a pas d'amélioration, il va consulter à froid. Par contre, s'il y a une fracture, dans ce cas-là, on demande l'avis spécialisé et on le branche avec le spécialiste. Si le patient est déjà instable, par exemple dans le cadre des états de choc, ou bien à haut risque d'instabilité, par exemple un patient qui est cardiaque, qui a un IDM, ou bien un patient qui a une fracture de fémur, ou bien une fracture du tibia, où ça saigne, donc il y a un risque d'instabilité hémodynamique. Dans ce cas-là, il faut acheminer rapidement le patient au déchocage pour le mettre en condition. On peut lui passer des médicaments, des drogues, des solutés. Je dis par exemple, s'il s'agit d'un état de choc hémorragique, on peut faire le remplissage, on peut faire l'hexacil, on peut donner l'acide tranexamique, on peut donner les médicaments qui agissent sur, qui améliorent l'hémodynamique, par exemple la noradrénaline. Si le patient est stabilisé, on réévalue l'ABCDE. Si l'ABCDE est bien, c'est-à-dire que le patient est stabilisé, dans ce cas-là, on procède à un examen clinique minutieux, d'accord? On demande des examens paracliniques. Par exemple, un patient qui est polytraumatisé et qui avait initialement un état de choc, on a stabilisé l'état de choc. Si le patient est stable, on peut l'acheminer pour faire un body scanner, d'accord? Et on demande l'avis spécialisé en fonction des résultats de l'imagerie. Pour la mise en condition, on procède à la règle des 4 V plus A. Donc le patient aura besoin d'une ou deux voies veineuses en fonction de l'état. S'il est instable, 2 voies veineuses, parce qu'une réduit le traitement médical et l'autre réduit les solutés de remplissage. Pour la voie à poumon, elle correspond à des lunettes d'oxygène ou à un masque à haute concentration, surtout si le patient désature. Pour la voie à estomac, il s'agit d'une sonde nasogastrique qu'on peut mettre pour faire des aspirations lorsqu'il s'agit d'un AVC ischémique. Et la voie AVC, bien sûr, on aura besoin d'une sonde vésicale pour chiffrer la diurèse, surtout lorsqu'il s'agit d'un choc hémorragique avec une instabilité hémodynamique ou lorsqu'il s'agit d'un choc cardiogénique, lorsqu'il s'agit d'une instabilité hémodynamique. C'est très important pour chiffrer la diurèse. Mais par contre, s'il y a un polytraumatisé avec un traumatisme du bassin, il faudra éviter le sondage vésical. Dans ce cas-là, on va mettre le pénifleux. Pour autres, il correspond au positionnement des patients. Donc, on va mettre soit le patient en position demi-assise lorsqu'il est en détresse respiratoire et on le met en position trait d'Ellenbourg s'il est en détresse circulatoire. Et surtout, cette détresse circulatoire est d'origine hypovolimique parce que s'il s'agit d'une détresse circulatoire d'origine cardiogénique, la tension artérielle ne va pas s'améliorer sous ce positionnement. On peut faire les deux lorsqu'il s'agit d'une détresse circulatoire et une détresse respiratoire. C'est ce qu'on appelle la position circonflexe inversée.
On va mettre le patient en position demi-assise et en même temps, on va soulever ses membres. Ça va donner un aspect de circonflexe inversé. Maintenant, comment on va demander l'avis du spécialiste? Pour demander l'avis du spécialiste, on va suivre l'algorithme suivant, ce qu'on appelle l'algorithme SBAR. Donc S qui correspond à la situation. Donc il faut toujours se présenter pour être respecté par ton collègue, le spécialiste. Il faut se présenter. Je suis le docteur Flan, je suis médecin interne aux urgences. Je vous appelle concernant le patient Mohamed Isha, ou bien la patiente Isha, âgé de 56 ans, motif douleur thoracique à type d'oppression. Et cette douleur, il est irradiante vers le membre supérieur gauche. Cette patiente présente plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir le diabète, l'obésité abdominale. L'examen clinique ne trouve pas grand-chose à part une obésité abdominale. On a demandé un ECG en urgence. Il a révélé un ST+ dans le territoire inférieur. Le patient a reçu comme traitement initial du Plavix et des anticoagulants. L'état du patient actuellement est stable. Je sollicite votre avis pour prise en charge spécialisée. Bien sûr, la réponse de votre collègue sera je vais être là, je vais venir pour voir le patient. D'accord? Donc comme ça, lorsque vous donnez tous ces éléments-là, vous êtes rassuré que vous serez épaulé par votre collègue. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un autre cas clinique, par exemple celui qui présente la gastro-entérite, il ne s'améliore pas sous traitement symptomatique, vous demandez l'avis du spécialiste, vous lui dites comme quoi le patient ne s'améliore pas sous traitement symptomatique, quel est l'examen paraclinique que vous recommandiez pour asseoir le diagnostic, quel est le traitement à arrêter, quel est le traitement à ajouter. Comme ça, ça rentre dans le cadre de la discussion ou de la concertation entre collègues pour prendre en charge le patient. Quelques aspects médico-légaux. Donc c'est très important ce chapitre-là. Donc la fiche d'admission doit être bien remplie et cachetée. C'est très important. Si on ne remplit pas la fiche d'admission, on n'est pas protégé sur le plan médico-légal. Pourquoi? Parce que si on envoie le patient à domicile avec une fiche vide, il revient avec une complication qui est le médecin qui a vu ce patient. D'accord? Donc la fiche d'admission doit être bien remplie et cachetée. Si un patient qui est adressé à domicile avec une fiche bien remplie et il fait une complication, il revient aux urgences, le médecin de garde qui prend le relais va lire la fiche d'admission remplie par son collègue. Il comprend de quoi il s'agit, il comprend que le médecin a pensé à un diagnostic qui ne nécessite pas l'hospitalisation, c'est pourquoi il a envoyé à domicile. Donc c'est là où vient l'intérêt de remplir la fiche d'admission. Il faut éviter les abréviations, par exemple ici l'IRC, moi je pense que c'est de l'insuffisance respiratoire chronique, l'autre il va la prendre comme une insuffisance rénale chronique, d'accord? Si on avise un médecin, il faut toujours noter le nom du médecin avisé. On note le numéro de téléphone dans certaines situations, surtout si c'est un patient qui va nécessiter un suivi. Pas de certificat, c'est très important. Pas de certificat aux urgences, pas de certificat de complaisance, c'est une source de problème, c'est une source de catastrophe pour les internes. Et bien sûr, il faut respecter l'équipe soignante. C'est très 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 important. Il faut toujours discuter avec l'équipe soignante, il faut toujours les respecter pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, si vous avez des questions concernant la présentation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je serai là pour vous répondre. Des remarques, des critiques, marhaba. Donc, si vous avez quoi que ce soit, des questions par rapport à la présentation, merci de me contacter en privé et je vous souhaite bon courage. Merci.